Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox Soir de ce vendredi 11 décembre 2020. Le gouvernement annonce la construction de 13 postes de péage automatique sur 4 axes routiers principaux du Cameroun. Le 14e poste de péage sera construit à l'entrée de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. L'annonce a été faite hier par le ministre des Travaux publics. Nganou Djoumessi prenait part à la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction du péage automatique de Mbankomo. Il faut noter que l'accord a déjà été passé avec le groupe qui exécutera les travaux. Le ticket sera maintenu à 500 francs CFA et les 14 postes de péage automatique vont générer au trésor public près de 7 milliards de francs CFA dès la première année d'exploitation en 2021. Aujourd'hui, les 45 postes de péage routier qui existent sur l'ensemble du territoire national génèrent environ 5 milliards et demi de francs CFA selon le programme de sécurisation des recettes routières logé au ministère des Finances. Et selon des projections, les recettes routières atteindront environ 54 milliards de francs CFA en 2039, date de la fin du contrat avec le partenaire privé. Rappelons que les travaux sont évalués à environ 34 milliards 700 millions de francs CFA. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec JBB. Derrière le journal, ce sera le débrief, c'est-à-dire la deuxième partie d'Equinox ce soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Construction des postes de péage automatique sur des axes routiers en état de dégradation avancée. Comment comprendre qu'on construise d'abord les postes de péage avant de construire les routes et les autoroutes? Le coût n'est-il pas exorbitant? Ne pouvait-on pas privilégier les nationaux pour la construction et l'exploitation de ces péages routiers automatiques? Voyons tout cela avec nos invités sur le plateau de Equinox Soir de ce vendredi. J'introduis tout d'abord Albert Anatole ici. Bonsoir. Bonsoir Duval, je salue mes copanélistes que vous aurez le privilège de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et je salue tous ceux-là qui nous regardent au travers du Cameroun, au travers le continent et en dehors. Comme à mon habitude, je voudrais avec votre permission revenir sur un fait qui m'a marqué au courant de la semaine. Je voudrais parler de cet arrêté municipal de monsieur le maire de la ville de Douala, justement, qui a publié les listes définitives, n'est-ce pas, des élections qui sont déroulées dans les équipements marchands de la ville de Douala. Et dans ces listes, il a introduit, n'est-ce pas, des noms de personnes qui n'ont aucune activité au sein des équipements marchands et qui n'ont même pas participé justement au processus électoral. Je pense que là, il s'agit là d'un gros problème qu'il faut absolument régler parce que nous avons, depuis la publication, n'est-ce pas, de cette arrêté municipal, fait un sondage d'opinion qui nous a amené à comprendre que les commerçants sont justement sur le pied de guerre, comme l'a cité ce matin le messager. Et si les commerçants sont sur le pied de guerre, c'est une poudrière qui s'annonce. En tout cas, il faudra en même temps prouver qu'ils n'ont aucune activité, qu'ils mènent aucune activité, parce que c'est un sujet qui fait polémique et des enquêtes montrent effectivement que il va falloir revoir ces informations-là parce que le maire, dit-on, s'est bien entouré avant de prendre cet arrêté municipal. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cette question. J'introduis Joël Franklin Momo. Bonsoir. Bonsoir, M. Duval. Bonsoir à tous les copanélistes. L'information étant un récit circonstancié des faits et un intérêt humain, pour moi c'est un plaisir d'être ici ce jour pour apporter une modeste contribution dans le but d'éclairer la lanterne sur les faits d'actualité. Et j'aimerais également faire passer un coup de gueule qu'il faudrait que le monde entier puisse comprendre que la problématique du Covid a créé une sorte de récession économique. Toute la gouvernance mondiale a pris un coup et il est question que nos administrations puissent prendre des mesures qui s'imposent pour que les choses puissent aller pour le mieux en évitant de mettre sur pied les pratiques de mauvaise gouvernance parce que tout ce qui peut permettre à ce que les choses ne marchent pas fera ce que l'économie puisse prendre un coup. Donc 2021 doit être une année où la bonne gouvernance doit être au centre des priorités parce que l'économie mondiale est en récession. Merci Georges Franklin. Vous êtes directeur de publication d'Africa Business Magazine, mais surtout consultant en management. Docteur Bison Essomba, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs.
permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et permettez-moi, si vous en avez gré, de passer un bonsoir à toute l'élite du BAM, surtout du BAM Inubu, M. James Lombiono, Anon Adibimé, Mme Omer, qui ont réussi, à travers une diligence à nul autre pareil, de convaincre l'entreprise Eneo pour que les coupures intempestives au niveau de Bafia reviennent avec force et vigueur. Donc, je salue toutes les populations d'Indéni. Merci Luison Essoba. Vous êtes enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Alex Guipi, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux milliers de personnes qui nous suivent ce jour et un bonsoir particulier à tous ces détenus du MRC, ces défendeurs de la liberté qui ont été injustement arrêtés depuis 2018, 2019 et 2020 et j'envoie par là un bonsoir particulier à Asmo Thérèse qui a été incarcérée le 22 septembre. C'est une militante du Dialobo, du côté Samilima. Elle a été torturée, elle a reçu les coups de matraque sur la tête et actuellement nous espérons que les autorités de la personne de Fou vont nous permettre de passer un scanner sur elle. Il y a aussi un bonsoir à Fossé Apollinaire qui est l'homme du jour aujourd'hui. C'est celui-là qui est un benzineur qui a été arrêté le 22 au marché de Côtier parce qu'il manifestait et actuellement sa femme est enceinte à terme déjà. Donc nous espérons que les autorités gouvernementales vont comprendre que ce monsieur a besoin de retrouver sa liberté le plus tôt possible. Et bien sûr, pour terminer, un bonsoir. Mais vous n'allez pas saluer tous les militants du MRC, Alex. Non, pas du tout. Mais un bonsoir, voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes homme politique et vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alex Guépi, puisque vous avez la parole, vous la gardez, vous avez écouté ce communiqué rendu public hier par le ministre des Travaux publics. En même temps, on a appris, en regardant le journal d'Equinox Télévision, hier, que les membres du gouvernement étaient en Bankomo pour la première pierre du poste de péage, le tout premier poste de péage automatique chez les 14 qui vont être installés, construits sur l'ensemble du territoire national. On parle d'un projet qui devrait coûter autour de 34 milliards 700 millions de francs CFA. Vous, quel regard sur ce projet présenté comme futuriste et qui pourrait apporter Oui, c'est d'abord le projet en lui-même. C'est un projet louable, c'est-à-dire qu'avoir des projets de péage automatique, c'est un projet qui devrait assainir la manne financière de l'État du Cameroun. Ça devrait permettre qu'il y ait plus fuite de budget. En principe, c'est cela. Donc, l'idée est bonne. Mais cependant, on devrait s'interroger sur la portée du projet. On devrait s'interroger sur la plus-value sur le projet, car 14 postes de péage à 34 milliards, ça vous fait sensiblement 2 milliards 800 millions de francs CFA par poste de péage. Alors, on se dit, lorsqu'on a lu certains rapports qui estiment que trimestriellement, la recette au niveau des péages, c'est de 3 milliards et demi de francs CFA. Donc vous conviendrez avec moi que ça fait à peu près 13 milliards, 14 milliards par an. Donc le temps d'amortissement, c'est 3 ans. Est-ce qu'on a besoin d'investir, de prendre 3 années pour construire des péages qui vont coûter au contribuable de 34 milliards de francs CFA et qui vont être amortis au bout de 3 années. Et après les amortissements, il faudrait penser justement à l'entretien de ces péages-là. Il faudrait penser aussi au personnel, tout ce qu'il faut faire au terre. Donc, on se rendrait donc compte qu'au bout de 5 ans, pendant 5 ans, le péage va tourner uniquement pour l'installation et pour son fonctionnement. Et je voudrais dire en tant qu'expert du BTP, dire déjà que ce coût est faramineux. Il faudrait qu'au Cameroun, on arrête de donner des chiffres toujours en milliards quand on veut faire des réalisations. Je pense déjà que 34 milliards pour 14 péages, c'est excessivement cher. Par exemple, si on voudrait assainir le secteur financier camerounais, c'est-à-dire qu'on voudrait assainir le mode de péage, par exemple, nous pouvons faire appel au NTCI. Pourquoi ne pas, par exemple, instaurer un paiement à partir de la carte grise ou bien à partir de l'assurance des véhicules? Il y a des jeunes start-upers qui sont du côté de Boya, Montagne Valley de Boya, qui peuvent créer une application. À partir de la carte grise, c'est-à-dire quoi? Ils peuvent créer des applications. Vous voyez, quand vous allez dans les grands magasins, il y a ce lecteur-là, qu'on passe sur des documents pour lire les codes de barre. Ils peuvent créer des applications à ce que dans chaque péage, des gens qui viennent là, avec ce code-là, on peut lire le code de barre sur la carte grise, ou bien on peut lire
lire sur l'assurance, et ainsi donc c'est automatiquement enregistré dans un serveur. Mais quelle est la différence? Quelle est la plus-value par rapport? Le problème, c'est que ça coûterait très cher. Et ça va créer de l'emploi directement. Parce que avec moins de 3 milliards, 2 milliards de francs CFA, on va permettre à un secteur des start-up qui sont à Buea et ailleurs au Cameroun de... C'est-à-dire pour vous, au lieu de donner l'argent à cette entreprise qui viendra construire pour 34 milliards, on met cet argent à la disposition des start-up. Oui, ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on veut réaliser un projet, on doit d'abord minimiser les coûts et chercher aussi que le projet puisse être rentable à long terme. La construction d'un tel péage, alors que nous sommes en train de construire des autoroutes, est-ce que c'est le moment que cela puisse être réalisé? Je ne pense pas. Donc je voudrais dire qu'à partir des applications, on peut résoudre ce problème-là à de moindres coûts. Par exemple, on peut imposer le péage par le biais de la monnaie électronique. On peut dire à toute personne qui doit payer d'utiliser par exemple le mobile money pour le faire. Ce serait mieux contrôlé et on pourra également vérifier. Donc, il serait donc important que les pouvoirs publics arrêtent de tout monter des projets, parce qu'on a l'impression, quand on voit la profondeur de ces projets-là, que les gens qui les ficellent ne veulent que se remplir les poches, tout simplement. Dr Eugène Issomba, lorsqu'on écoute le développement de Alex Guépi, il salue l'initiative qui va viser probablement à maximiser les recettes de l'État, mais il estime que sur la façon de monter le projet, de le conduire, on pourrait faire mieux. Bien entendu, je crois que je commence par le bout de sa réaction. L'élément important, c'est que, vous savez, la manipulation physique du ticket du péage, qu'on appelle techniquement les recettes de redevance d'usage routier, c'est l'expression technique. Alors cette manipulation par les mains a amené de sérieux détournements de fonds. C'est-à-dire que cette initiative donc, vient, à mon sens, sécuriser les recettes de l'État et dans une certaine mesure, même les augmenter. Vous l'avez dit d'ailleurs dans le propos préliminaire tout à l'heure en présentant les chiffres en termes de rentrée d'argent par rapport à cela. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire en réalité que il faut apprécier ce projet dans sa juste valeur et comprendre qu'en réalité, il s'agit là, à mon sens, d'une lutte véritable contre le détournement public, parce que, je vais vous dire aujourd'hui, même sur le plan fiscal, nous sommes en plein dans la dématérialisation des procédures fiscales. C'est-à-dire aujourd'hui, le seul fait qu'on ait réduit les contacts entre le contribuable et l'agent fiscal a apporté beaucoup dans les caisses de l'État. Et c'est sensiblement la même chose que l'on voudrait faire avec les péages automatiques. C'est donc pour dire que... Donc il faut évoluer progressivement vers la dématérialisation. Vers la dématérialisation, c'est-à-dire que pour la digitalisation, si vous voulez. Oui. Bon, maintenant, vous savez, nous sommes au Cameroun où la corruption a atteint des proportions endémiques et même inquiétantes. Donc, nous espérons tout simplement que, et là je peux rejoindre M. Nguépi, espérons tout simplement qu'il n'y ait pas des obstacles humains, parce qu'une fois qu'on aura installé ces péages automatiques, je suis certain qu'ils tiendront pour quelques jours, parce que les gens vont trouver des stratégies, à mon sens, qui vont contribuer à mettre à mal le fonctionnement de ces structures électroniques et qui vont justement vouloir qu'on rentre dans la même logique dans le temps, c'est-à-dire que l'utilisation des tickets. Vous vous rappelez, M. Duval, quand on procède à cette manipulation à travers les tickets, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui se sont embourgeoisés à travers ce mécanisme-là. Donc, c'est une véritable lutte contre la corruption qu'engage le gouvernement du Cameroun. Nous espérons simplement que les entretiens de ces nouvelles technologies qui seront mises en place soient des entretiens constants et permanents pour qu'on ait des instruments qui seront validés dans la pérennité et même dans la durabilité. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'au regard des 3 milliards, qu'on évoque 34 milliards pour la construction de ces éléments technologiques, je crois qu'on va les regretter. Mais ça marche pourtant, Dr Eugène Issomba. Oui, je ne refuse pas. Pourquoi vous êtes si pessimiste dans le Non, ce que j'indique, vraiment, écoutez mon raisonnement. Le raisonnement se structure sur l'utilité du projet. Personne ne va le contester sur ce plateau. Mais je vous dis bien que revenons aussi dans les pratiques qui sont souvent celles qui, à mon sens, portent atteinte au bon fonctionnement de quelque chose. Donc, dans le cas de l'espèce,
moi je me situe déjà dans une perspective prospective, c'est-à-dire qu'en réalité, comment vont se comporter des gens qui avaient l'habitude d'être en contact avec les tickets, de manipuler les tickets, comment se comporteront-ils une fois qu'on va mettre en place cette technologie nouvelle? Donc c'est pour dire il risque de freiner des 4 fers pour que oui, ça... bien entendu, c'est-à-dire qu'en réalité, vous allez voir que des gens vont développer des stratégies pour que, en réalité, que ces machines ne fonctionnent pas et qu'on revienne dans les structures d'antan pour justement s'embourgeoiser et s'enrichir illicitement. Quelle est la perception que vous avez de ce projet, Joël Franklin? Et pour mes compréhensions des téléspectateurs, il faut que je puisse définir la sémantique du mot péage. Le péage, c'est un droit, je veux dire, un droit que l'on acquitte pour franchir un passage. Ça veut dire que lorsqu'on met sur pied ce genre de projet, il faut apprécier. Mais le véritable problème qui se pose, c'est qu'il y a un problème de programmation des actions stratégiques opérationnelles. Parce qu'au Cameroun, c'est très beau de penser investir, mais encore faudra-t-il que l'État du Cameroun met sur pied des mesures qui s'imposent pour garantir l'efficacité des paniers opérationnels. Parce que si on fait aujourd'hui le bilan du péage existant, je pense que le bien est caduc parce qu'il est question de faire une communication gouvernementale pour expliquer aux populations camerounaises le chiffre d'affaires du péage, qu'est-ce que cet argent a produit pour l'intérêt de la société de manière naturelle. Évitons les improvisations introspectives à tort ou à raison. Parce qu'en économie, il y a ce que nous appelons dans le jargon les agrégats de l'économie. Il y a la production, il y a la distribution, il y a la consommation. Lorsqu'on crée un péage, ça oublie à quelle leçon? Il n'y a pas de route en passant. Sur la base de quel indicateur ce péage doit être rentable? Alors que nous avons d'autres problèmes sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur le plan social. On a tous les problèmes. Je pense il y a absence de vision stratégique opérationnelle. Je ne dis pas non que c'est un bon projet, parce que c'est futuriste, il faut le reconnaître. Mais la nomenclature du management moderne n'est pas encore dans la compréhension des Camerounais. Donc aujourd'hui, je pense que s'il faut faire une sorte de rétropédalage, je dirais que parlons un peu du bilan des infrastructures relatives à la CAN. Je dis que bon, c'est beaucoup d'argent qui sont partis en fumée. La CAN devait se tenir en 2019, aujourd'hui, ça renvoie en 2022, pardon. Cela veut dire qu'au niveau de la prospective, quelque chose doit manquer en termes de retour sur investissement. Donc, à mon humble avis, j'aimerais, pour une meilleure compréhension des spectateurs, que c'est un bon projet. Il est même futuriste parce que les péages avant, ils posaient le contour, je veux dire, du management archaïque pour rejoindre le docteur Somba. Mais ce que je précise de manière péremptoire, c'est qu'il y a absence de vision parce que c'est un projet budgétivore. Monsieur Guépi, tout à l'heure, a fait le ratio. On parle de 14 péages. S'il faut faire le ratio par péage, ça fait 2 milliards. Cet argent peut servir à faire autre chose. On n'a pas de route, s'il vous plaît. Encore va servir cette modernisation quand il n'y a pas de route. Attends, là, ici, de toute évidence, là, on a mis la charrue avant les bœufs. Mais écoutez, c'est un fait. C'est un fait parce que lorsque vous regardez même déjà l'état, n'est-ce pas, des infrastructures routières au niveau des péages, je crois, sur notre tribune, nous en parlions, je crois, la semaine dernière. Donc, je crois qu'il fallait d'abord commencer par le renouvellement, n'est-ce pas, des infrastructures routières. Parce qu'il faut... Une route, c'est quoi? Une route, c'est d'abord une œuvre d'art. Une route, c'est d'abord une œuvre d'art. Une route, ce n'est pas une infrastructure anodine. Donc, maintenant, vous mettez donc un nouvel investissement, comme quoi on met, n'est-ce pas, du vin nouveau dans les vieilles outres. C'est-à-dire qu'on met un investissement qui est censé être amorti dans une vieille infrastructure. C'est vrai que ça va être rentable, du moins tout le monde est d'accord que dans la perspective de la modernisation de notre économie, il faut déjà des infrastructures pour au moins deux raisons. La première, et il faut sécuriser les recettes de l'État. La seconde chose, il faut justement digitaliser justement la gestion, n'est-ce pas, de ces infrastructures-là. Justement, pendant qu'on parle justement de digitalisation, je connais un jeune Camerounais qui a fait une offre de service à un membre du gouvernement justement relativement assez à la digitalisation justement de la gestion des péages. Et qu'est-ce qu'il avait en idée? Il avait en idée qu'on va justement mettre une sorte de code barre, comme l'indiquait tout à l'heure M. Nguépi, sur les cas de grise. Ça va résoudre deux problèmes. Le problème de sécurisation du parc automobile, parce que vous avez des gens qui ont des fausses cas de grise, donc ça va donc régler ces problématiques. La deuxième chose, ça va justement, parce qu'il était question, son idée c'était de mettre des terminaux au niveau des péages. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, eh bien, vous mettez votre carte grise et puis ça pointe directement. Si vous avez un document qui est faux, eh bien, ça signe tout de suite et vous êtes fiché.
Ce qui suppose donc... Cela suppose qu'il faut d'abord commencer par l'informatisation des titres de transport. Absolument. Et c'est un projet dont on a parlé il y a une décennie aujourd'hui et qui n'est toujours pas... C'est pas encore visible sur le terrain, sur le papier, ça existe, mais pas encore visible sur le terrain. Donc il faut donc justement sécuriser donc justement les titres de transport, ce qui fait que lorsque justement vous mettez votre carte grise dans ce terminal-là, eh bien, si vous avez une fausse carte grise, ce qui suppose donc qu'on va questionner l'origine de votre voiture et au prochain péage, vous serez interpellé. Donc, c'était donc ça l'idée. Et j'ose croire que les penseurs, j'allais dire, les initiateurs du projet qui fait débat, qui fait l'objet de cette thématique, ont pensé à cela. Mais je pense également, il faut également croire, et justement croire qu'effectivement, ça va rapporter ce que vous dites, parce que tout à l'heure, lorsqu'on parle de 7 milliards, ça me renvoie un peu à la titrade du journal Le Jour de ce matin, l'édition de ce matin, qui parlait justement d'un détournement de 7 milliards de francs CFA chaque année au niveau dans les péages. Donc, est-ce que ce sera véritablement... Un détournement qui était fait je veux dire il y avait plusieurs mécanismes qui étaient mis en place. Soit c'était des tickets de péage parallèles, soit c'était que carrément des gens mettaient... oui, ça veut dire que les gens, c'est des tickets de péage parallèles. Vous aviez quelquefois les gens qui venaient, ils donnent 500 francs, ils passent. Donc, oui, sans prendre le ticket. Sans prendre le ticket. Et cet argent-là, ça va dans les caisses de celui qui... Sans oublier que vous avez justement ces agents-là qui pratiquaient des l'usure avec les fonds publics. Parce que la plupart de ces gens, si vous regardez pour la plupart leur mode de vie, je veux dire leur niveau de vie, pour certains, ils ont construit des immeubles. Donc, d'où proviennent donc ces ressources-là. Donc, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Mais je pense qu'il fallait commencer par justement renouveler les infrastructures routières. Parce que lorsque vous faites Yaoundé, Bafoussam, je ne suis pas certain que vous êtes sûr que vous allez revenir, vous ferez le chemin retour parce que c'est devenu accidentogène, nos axes routiers. Alex Guipi, il y a ce projet dont vous parlez tout à l'heure, avec ces jeunes start-upers-là. C'est vrai que c'est une question qu'il faut creuser, mais il y a une autre préoccupation. Le péage de Bankomo dont on parle, où on a posé la première pierre, excusez-moi, je pose la question, peut-être que vous avez d'autres informations, et puis on a des confrères journalistes sur le plateau qui pourront nous édifier, et peut-être éclairer notre lanterne là-dessus. Là, on a posé la première pierre du premier poste de péage automatique à Bankomo. C'est sur la nouvelle route ou bien c'est sur l'autoroute en construction? C'est sur l'ancienne route. Et c'est là où le bas blesse, parce que Douala-Yaoundé, c'est 3 postes de péage. Donc nous conviendrons que la nouvelle autoroute qui sera construite aura aussi 3 postes de péage. Mais elle sera plus grande, plus large. Parce que quand vous voyez les plans qui ont été faits, ces dessins-là, ces schémas qu'ils ont fait ça. Et c'est expliqué, c'est un peu comme si ce sera des postes de péage automatiques mobiles. Non, c'est fixe. C'est fait d'un matériau définitif. Les briques, du béton, ce sont des matériaux définitifs. Ne sont pas faits en matériaux provisoires, bien en matériaux qui peuvent se déplacer, comme de la ferraille et consorts. Donc, il faudrait donc dire que ces péages-là sont faits sur une portion de route de une voie. Donc, quand on va transférer ça sur l'axe de la Yaoundé, sur l'autoroute, vous allez voir, ils vont vous dire non, ça fera plutôt 6 péages. C'est-à-dire, au lieu que nous soyons à 8 milliards de francs CFA, le coût que doit coûter 3 péages entre Douala et Yaoundé, nous sommes à 16 milliards de francs CFA, tel qu'on construit au Cameroun. Ils vont nous expliquer que... On a dit 14 postes de péage. Oui, mais je vous dis, quand on... Ce que tu as nous expliqué, c'est comme si on va multiplier. Non, effectivement, non. 14 postes de péage, ça vous fait sensiblement 8 milliards pour 3 postes de péage, sensiblement. 8 milliards pour 3 postes de péage. Donc, doit y en avoir 8 milliards de francs CFA, sensiblement. Maintenant, vous allez voir que pour une voie aller, une voie retour, n'est-ce pas? L'autoroute, c'est 2 x 2. Donc, tel que je connais au Cameroun, ça veut dire que pour l'autoroute camerounaise, on devrait être plutôt à 6 postes de péage, c'est-à-dire 3 postes de péage. Mais bon, on vous dit, là-bas, c'était plutôt 7-8 milliards pour 3 postes sur une voie aller, une voie retour. Ici, c'est 2 voies aller, 2 voies retour. Donc, ils vont quand même multiplier par 2 et vont vous faire comprendre qu'en réalité, c'est 6 postes de péage. Mais ça, c'est un procès d'intention. Non, c'est la réalité. Ça a été au Cameroun. C'est la réalité. Ceci étant dit, s'il faut assainir les caisses d'État, s'il faille contrôler les recettes fiscales qui se passent sur nos axes routiers et partout au Cameroun, il faut penser à la digitalisation. Vous savez, la monnaie papier, papier or doit disparaître en fait, parce que cette monnaie papier or, qui est le franc CFA, dérange pour le peuple camerounais. Le Cameroun devrait déjà penser à créer une monnaie virtuelle. Déjà, nous avons déjà des mobile monnaies qui existent. Nous avons, pour ne pas faire une publicité, mais qui sont existants, Yop,
Orange, MTN et d'autres prestataires qui sont dans l'ombre, qui existent, qui font dans cette monnaie virtuelle. Donc le Cameroun, c'est une belle occasion pour le Cameroun de promouvoir, comme l'ont fait les M-Pesa au niveau du Kenya, de promouvoir la monnaie virtuelle qui devrait en principe échapper au contrôle de la monnaie papier dont on se rappelle qu'on a 50% de devises qui sont conservées au niveau de la banque, au niveau du Trésor français. Donc l'État reste là une occasion pour elle. Je vais vous dire quelque chose. Je connais des start-upers qui sont en Allemagne, par exemple des Camerounais qui travaillent à Google dans les grandes structures. Il y a une application qui s'appelle Django Collect, qui semble vous faire cette publicité. Ce sont des jeunes start-upers Django Collect qui permettent en fait de faire la collecte. Sur toute forme qu'elle existe. Donc vous comprenez avec moi qu'avec une application, avec un système de lecture d'infrarouge, parce que lorsqu'on va mettre cette poste automatique, s'il n'y a pas un lecteur infrarouge, les gars peuvent tout venir là, le véhicule traverse, il prend ses 500 francs et il donne aucun moins de paiement. Nous ne nous avons pas donné cas de charge de ce péage. Donc, il faudrait savoir, est-ce qu'il y aura un système d'infrarouge? Parce que tout véhicule qui devrait traverser, il y aura une lecture du code de barre. Parce qu'en fait, chaque place de matriculation, les numéros sont les codes de barre, en fait. Vous comprenez un peu. Est-ce qu'il y aura une lecture du code de barre automatique à ce qu'il y aura un serveur central, que tout véhicule qui aurait traversé une fois, et c'est le serveur central qui va donner le coût, le montant de la journée. Mais si ça n'existe pas, par exemple, même si on dit que c'est un péage automatique, parce qu'ils vont venir tendre la main, mettre l'empreinte et consorts, vous voyez que le véhicule qui passe sans mettre la main, ça trouve frauduleuse. Donc c'est dit quoi? Que je reste convaincu. Avec le transfert de technologie, avec les espoirs camerounaises qui travaillent dans des projets similaires dans d'autres pays, on pouvait tout simplement faire appel à l'expertise camerounaise. Nous avons les start-upers camerounais qui sont assez performants. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple. Bien sûr. Vous avez même les start-upers camerounais qui ont travaillé dans la digitalisation du fameux projet de couverture santé universelle, mais malheureusement, les projets sont plagiés. Et vous je vous ai parlé d'un start-up qui s'appelle Jules Guillain, qui a créé une start-up à Academia, qui permet par exemple de payer les frais de scolarité. C'est un Camerounais. Vous avez plusieurs gars qui sont à Boya, qui créent plusieurs applications. Donc je vous dis, avec les start-up camerounais, avec ces start-up et ces applications, on peut facilement résoudre ce problème à moindre coût. Okay. Et par là même, donner une nouvelle initiative et créer une nouvelle forme d'emploi à ces jeunes. Parce qu'à Boya, par exemple, vous avez vu des gars qui font un travail fabuleux, ils font un travail merveilleux. Ces gars, par exemple, ils vont créer un système d'assurance à partir de vos crédits téléphoniques. Ils vont créer un système d'appel pour les médecins derrière même et qui fait une publicité. Donc tout est possible. Donc il serait grand temps que l'autre gouvernant arrête de penser juste comment faire pour se remplir les poules. Parce que si un temps soit peu, l'autre gouvernant pensait à l'intérêt du peuple camerounais, sincèrement, ce péage-là, l'idée est bonne, mais le projet est nul. Et pourquoi est-ce qu'on s'accentue à vouloir contrôler les richesses de l'État? Parce qu'en fait, au lieu que le Cameroun pense à innover par la création de nouvelles sources de richesses, le Cameroun pense plutôt à innover par une fiscalité punitive qui freine même carrément l'économie. Dr. Eugène Somba, à la fin, il y a certainement, j'imagine, des gens en train de nous regarder, des compatriotes, ils se disent, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent les Camerounais? On se souvient qu'il y a quelque temps, beaucoup applaudissaient ou proposaient qu'effectivement qu'il y ait ces postes de péage automatique. Parce qu'ils estimaient que les postes qu'on avait, manuels, avec les tickets et tout ça là, c'était de l'époque de Mathusalem. Alors aujourd'hui que le ministre des Travaux publics vient annoncer qu'on va entrer dans la modernisation avec les postes de péage automatique, là on se remet encore à critiquer. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Ou bien ils sont trop exigeants les Camerounais. Duval, je crois que le Rwanda nous avait déjà montré un bel exemple de ces péages automatiques. Je crois qu'ils l'ont depuis 2 ou 3 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que dans d'autres pays, on en parle aujourd'hui au passé. Donc, M. Duval, moi je pense que nous l'avons tous dit ici, personne ne peut tirer à Boléro sur un tel projet. Nous disons, c'est un projet futuriste, c'est un projet qui présente des réelles capacités de sécurisation d'abord de nos recettes et aussi d'augmentation de ces recettes. Parce que quand vous regardez bien, quel était le but au départ de la création des péages? C'était en fait de réhabiliter des routes et d'embitumer des nouvelles. En fait, pour qu'on ait un foisonnement de routes au Cameroun, c'est-à-dire que depuis, je crois, 88-89, que le péage est institué, vous convenez avec moi que si tout cet argent était capitalisé dans le sens qui a structuré et fondé sa mission, sa finalité, ce qu'aujourd'hui, tous les villages sont alimentés par de très belles routes.
alors vous convenez que cet argent, certainement, a pris une autre orientation que celle, justement, de réhabiliter les routes. Or, aujourd'hui, quand vous regardez l'attitude de l'État, il s'agit d'une attitude qui consiste, comme je venais de le dire avec force et vigueur, de renflouer les caisses de l'État à travers, justement, la modernisation des infrastructures routières, surtout ces postes de péage automatiques qui vont permettre de faire rentrer de l'argent. Mais, Duval, nous restons toujours dans les mentalités et l'esprit qui anime le Camerounais. Je vous assure que, et ce n'est pas faux, moi je connais des gens qui ont travaillé au péage, mais qui aujourd'hui, je pense que quand on a annoncé l'idée, je crois que l'idée même de la mise en place de ces péages automatiques date de 3 ou 4 ans aujourd'hui au Cameroun. On avait annoncé, ça ne faisait que reporter. Bon, je crois que le ministre fait là une annonce fracassante avec une descente sur le terrain pour indiquer qu'effectivement, pose la première pierre. Donc, ce que nous stigmatisons ici, ce n'est pas que nous sommes défaitistes ou du moins qu'apocalyptiques, non. Le problème, c'est simplement qu'on plonge là dans la mentalité réelle du Camerounais, qui en réalité ne va trouver, surtout moi je dis ceux qui ont l'habitude de gérer ces affaires, vous allez voir qu'à un moment donné, le problème que moi j'aurais, c'est la maintenance de ces infrastructures qui doivent, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans le propos pénocommunal, qui doit être un projet durable dans le temps et qui puisse d'ailleurs faire rentrer toutes les sommes qui ont été dépensées pour sa réalisation. Donc voilà les choses sur lesquelles nous partons. Mais retenons tout simplement que aujourd'hui, c'est un bon projet, nous l'accueillons favorablement, mais c'est la pratique ou l'implémentation pratique de ce projet à travers les mentalités que nous connaissons qui peuvent, à mon sens, donner du flegme. Et Joël Franklin Momo tout à l'heure prenait l'exemple de la CAN, du projet de la CAN, le projet des infrastructures de la CAN avec le flop qu'on a enregistré de ce côté-là pour dire que il fallait tirer les leçons dans la mise en mouvement de cet autre projet de construction des postes de péage routier automatique. Tout à l'heure, vous avez posé une question sibylline, mais elle était à la limite vicieuse, c'est-à-dire que celle de savoir, mais pourquoi n'a-t-on pas construit ces péages, mis ces péages du côté de l'autoroute, qui est en voie justement de construction? Oui, ça devait rimer avec non seulement nouveauté des infrastructures routières et nouveauté de l'infrastructure technologique, c'est-à-dire que de digitalisation à travers laquelle on va donc faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État par ces péages automatiques. Or, on revient les mettre sur des axes qui, vous savez bien, regardez simplement, quand vous êtes au niveau du péage des DEA, regardez simplement l'état de la route à ce niveau, vous comprenez qu'en réalité, c'est comme... Et le sentiment justement qu'on a, c'est que la route est le plus dégradée au niveau des péages. Pour parler des DEA, on peut parler du péage de Mbanga, on peut parler du péage de Mbanga, du péage de Loué, ou c'est pas de... Non, je pense que c'est pas un dessin pour permettre qu'à ce niveau-là, vous n'allez pas à la vitesse, vous allez au ralenti pour qu'on puisse mieux récupérer. Mais on n'a pas besoin de dégrader la route. On n'a pas besoin de dégrader la route pour qu'il y ait péage. Jean-Francois Momo, de toute évidence, là, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est comme ça c'est comme ça que le Cameroun fonctionne, parce que lorsque vous faites un tour dans d'autres pays, il y a des gens qui fonctionnent un peu de la prospective, parce que en management moderne, on dit gérer c'est prévoir, connaître pour agir et contrôler pour corriger. Lorsqu'on regarde un peu comment fonctionne, notre pays, on a un peu comme l'impression que nos administrateurs se comportent comme s'ils ne résident pas au Cameroun. Il y a absence d'une vision prospective, stratégique, opérationnelle. Pour la mise sur pied d'une initiative de cette envergure que nous apprécions sur ce plateau, il y a ce que nous appelons l'étude de faisabilité, c'est-à-dire que quels sont les mécanismes qui vont permettre à ce que ces péages puissent être rentables sur le plan de la consommation de cet outil. On regarde un peu le trafic routier. Est-ce que les routes circulent? Est-ce qu'il y a de bonnes routes? J'ai dit non. On regarde maintenant la manière dont ces ressources seront gérées. Et on fait un bilan un peu rétrospectif pour voir les autres entités qui ont été créées et qui n'ont pas fait pignon sur rue. On peut peut-être comprendre qu'on regarde ces indicateurs que ça ne peut pas permettre à ce que le peuple... On atteint les objectifs. Parce que, en n'écoutant pas des agrégats, je reprécise de manière en insistant là-dessus, parce que tout projet qui ne crée pas de la valeur ajoutée est un projet qui n'a pas de sens. Dites-moi un peu, lorsque vous regardez un peu ce projet qui semble être pertinent, personne ici n'en ignore, est-ce que ce projet sera génératif de revenus? J'ai dit non, puisque en termes de création d'emplois, il n'y a pas de création d'emplois.
Quand on parle d'agrégat économique, on parle de la production, on parle de la distribution, on parle de la consommation. Dans la production, c'est ceux qui travaillent. On parle du péage. C'est vrai qu'il faut, on a le numérique, hein, il faut, ça rime à l'international, il faut moderniser le système de management moderne. Mais encore faut-il que cette évolution puisse avoir une influence significative au niveau de la croissance du pays, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. C'est-à-dire que le projet X a permis à ce qu'on puisse avoir des ressources, on appelle ça dans le jargon l'accumulation des capitaux, pour faire une planification et créer d'autres projets. Mais je suis convaincu que M. Duval, que chemin faisant, si on va se retrouver ici avec Equinox, peut-être après un an que ce projet a été mis en place, je suis convaincu qu'il n'y aura pas des miracles à observer, parce que lorsqu'on fait un bilan de manière générale des investissements qui ont été faits au Cameroun, dans le temps et dans l'espace, ces projets-là n'ont pas créé de grandes choses. Là, ici, il y a donc la question du coût qui paraît exorbitant, 34 milliards 700 millions de francs CFA, mais il y a aussi qu'on se dit on aurait pu peut-être confier ce projet à des nationaux. Permettez-moi de faire une légère digression pour la compréhension, n'est-ce pas, des téléspectateurs, pour indiquer que, là c'est pour répondre à la préoccupation de mon confrère Franklin. Ce projet a deux vocations. La première, c'est de sécuriser les recettes de l'État. La seconde, c'est de gérer les problèmes de congestion au niveau des péages. Donc, ils ne sont pas dans la perspective de créer des emplois, comme vous pensez. Non, monsieur, permettez-moi un peu que je dise quelque chose de très important. Lorsqu'on parle de la création des investissements, cela doit déboucher tout projet qui ne peut pas permettre de créer de la plus-value. Avoir une influence au niveau de la réduction du chômage, c'est un projet qui n'a pas de sens, c'est un projet budgétivement, monsieur Natoa ici. C'est les agrégats de l'économie qui indiquent, c'est pas moi, allez dans les livres s'il vous plaît. Je ne conteste pas votre analyse. Voilà, maintenant je veux faire comprendre que ce projet, selon sa conception, par, n'est-ce pas, les initiateurs, notamment le gouvernement, n'a pas vocation à créer les emplois dans le sens de dans votre compréhension. Ça a vocation à sécuriser prioritairement les ressources de l'État. Deuxièmement, à gérer les problèmes de congestion, parce que chaque fois que vous arrivez, par exemple, au niveau du péage, de l'EDA, si vous êtes vous venez du côté de Yaoundé ou bien du côté de voilà, à certaines heures, c'est difficile. Est-ce qu'il y avait de l'urgence? Est-ce qu'il y avait de l'urgence? Non, puisqu'on a beaucoup de choses à faire. C'est notre débat. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut également encore que même sur la création de l'emploi, il faut assurer la maintenance de ces postes de péage. Justement, c'est ça. Je pense que dans le communiqué du ministre des Travaux publics, il ressort qu'il s'agit d'un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'il s'agit justement, je veux dire, le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre c'est lui qui apporte les financements, c'est lui qui assure la conception, c'est lui qui assure, n'est-ce pas, la maintenance, c'est lui qui assure la construction. Et probablement que ça va créer de l'emploi, mais pas beaucoup d'emplois. Voilà. Donc, maintenant, mais sauf que... Tel que souhaité par Georges Franklin. Disons, non, je suis en train de répondre à des problématiques. C'est quand même 30 milliards. 30 milliards. Je suis en train de vous dire que... 34 milliards. Je pense qu'il s'agit d'un projet qui doit être amorti par, justement, la rentabilité même des péages. Ce n'est pas l'argent qui va, à mon sens, dans ma compréhension du communiqué du ministre des Travaux publics, ce n'est pas l'argent qui va être, une fois de plus, puisé, n'est-ce pas, dans la poche du contribuable camerounais. Il s'agit d'un projet qui va être rentabilisé à l'effet, justement, d'amortir justement cet investissement et d'amortir justement le financement relatif. On est dans une sorte de système BOT. Disons ça comme ça parce qu'ils ont parlé, puisque le ministre des Travaux publics parle de partenariat public-privé. Okay. Donc, au regard justement du fait qu'il ne faut pas trop solliciter le trésor public qui actuellement commence à avoir des signes de supplément. Et puis, on aurait pu faire un truc 100% camerounais. Oui, je tiens à donner un chiffre. D'abord, je conteste quand vous dites qu'un partenariat public-privé n'est pas, ça ne pèse pas au contribuable, ça pèse au contribuable. Parce que ceux qui vont réaliser ce partenariat-là, il va falloir qu'ils rentrent en possession de l'argent, soit par l'agent fiscal, soit par la gestion du péage pendant X temps. Donc au final, permettez-moi, au final, c'est le contribuable qui souffre. Ne faisons pas comme si les partenaires publics-privés permettent simplement d'activer et de rapidement réaliser des projets, mais le privé ici là est le fournisseur du financement, c'est lui le bailleur de fonds tout simplement, mais il doit toujours entrer en possession de ces fonds. Ce que je voudrais dire, c'est que ce péage ne va créer aucun emploi. Aucun emploi. Parce qu'en principe, le but du péage est le but du péage serait en fait de minimiser les emplois. C'est la robotisation.
C'est ça qui est question. Quand on repousse un système, on voudrait donc qu'il y ait moins d'emplois. Monsieur Nguépi, je vous comprends. Je veux dire quelque chose de très important, c'est Oui. que lorsque vous évaluez la pertinence de ce projet en termes d'action opérationnelle, le projet en lui-même est de qualité, mais sauf que lorsqu'on fait une lecture géostratégique du besoin, est-ce qu'on avait besoin du pays j'ai dit non, parce que cet argent pouvait s'aider autrement. Je vais vous dire, les pays qui ont atteint ce niveau dimensionnel du management, qui ont imposé les péages automatiques, sont des pays qui n'ont plus de problèmes existentiels. C'est ça qui est question. Oui, et je suis d'accord avec vous justement, parce qu'en fait, quand on parle de robotisation des structures, ça veut dire quoi? Si par exemple une structure embauche 10 personnes, on voudrait par exemple qu'on tombe à 3-4 personnes. Et donc, du coup, on veut donc valoriser dans le salaire des 3-4 personnes, afin que ceux qui travaillent soient mieux formés et plus qualifiés. C'est ça que les questions. Or, Cameroun Smith est à 36 500 francs. Donc, un poste de payeur en principe, à l'état actuel, peut embaucher à peu près 20 Camerounais. Avec cette plateforme qui serait mise, avec ce système-là, le poste de péage devrait péter. Non, c'est des faits. Si le projet est bien mené, et si on parle de péage automatique, on devrait embaucher moins de personnes, mais des personnes plus qualifiées. C'est ça que les questions. On ne se leurre pas. C'est ça c'est sa finalité. Donc déjà, pour un pays qui peine à créer de l'emploi, je ne pense pas que le projet était opportun. Non, il n'y avait pas opportunité. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ce n'était pas opportun. Parce que de un, il y a aussi des valeurs ajoutées. Vous savez, quand vous avez au péage, par exemple, les gens, il y a des enfants qui vendent là, des moments qui vendent des choses comme ça. Qu'a-t-on prévu pour ces personnes-là? Est-ce que dans ces 34 milliards, on a prévu dans des espaces où des véhicules pourront garer et permettre à ces activités secondaires qui se créent de continuer à se développer? Le ministre l'a dit dans... Attendons, on voit, wait and see. Ça, c'est autre chose. Maintenant, avant de continuer, je ne sais pas, Albert voulait ajouter quelque chose avant de permettre de... Non, il a dit, tout à l'heure, il a dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Tout à l'heure, je voudrais repréciser quand même ma pensée. Vraiment, j'étais très mal compris. Je suis en train de dire que la vocation de ce projet c'est pas pour eux. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise une chose aujourd'hui, le lendemain, quand on fait exactement ce que vous voulez, vous commencez à contredire ou bien, à faire le bashing dessus. Non, je voudrais dire que nous parlons de la déperdition des recettes de l'État. Tout à l'heure, j'ai convoqué expressément la une du journal Le Jour de ce matin, qui parlait de 7 milliards de francs CFA détournés chaque année dans les péages. Je crois que c'est genre de chiffres, et je suis certain que le jour a minoré même ces chiffres. Donc nous ne pouvons pas en même temps condamner les déperditions de recettes à travers soit la corruption, la fraude ou le détournement, et en même temps dire qu'on doit pouvoir... Je pense que nous ne pouvons pas dire qu'il faut digitaliser, et en même temps dire qu'il faut sauver les emplois. Non. Il faut qu'on sache où on va. Non, je pense que... il faut qu'on soit cohérent. Permettez-moi. Il faut m'entendre une parole. Il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent. Pour dire que si on digitalise, ça veut dire qu'on efface la ressource humaine, c'est-à-dire la matérialisation. Si on digitalise, ça veut dire qu'on met de côté la matérialisation. Donc on dématérialise. Autrement dit, on peut vouloir le beurre, l'argent du beurre. Oui, voilà. Ce que je voudrais faire comprendre, je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas? C'est quoi? En fait, donc, s'il fallait digitaliser, est-ce que tel qu'ils ont choisi serait la meilleure offre? C'est ça que les questions. Parce que le coût est exorbitant. On pouvait peut-être, avec même 5 milliards, réaliser cette digitalisation. C'est le problème qui se pose. Non, c'est possible, sincèrement. Pourquoi je vous le dis? Permettez-moi, je vais vous le dire. Je vais vous donner. D'abord, ce projet n'aurait jamais été financé par le FMI ni la Banque mondiale. Parce qu'en fait, l'impact sur les populations environnementales est faible. Permettez-moi, je vous dis, ce projet n'aurait pas été financé. Et c'est ce qu'il est en train de vous rappeler. Parce qu'en fait, l'impact du projet sur les populations environnementales est minimal. Pour ce projet-là, rappelons-nous pour le stade camerounais, le stade c'est 16 000 francs. En fait, 16 000 francs vous renvoie sensiblement le mètre cube du béton à 1 million de francs CFA, à 1 500 000 francs CFA. Alors qu'en principe, le mètre cube du béton au Cameroun est de l'ordre de 220 à 180 000 francs CFA. Pour ce PHC, quand on voit par exemple ces plans qui sont réalisés, le mètre cube du béton coûte presque 200 millions de francs CFA. Le sac de ciment, ça va avoisiner carrément les 200 000 francs CFA. Et ce qu'on dit pour les Camerounais, hein, quand on voit par exemple ces plans qui sont réalisés, pour ce PH-là, non, mais je vous ai dit que je ne vais pas avoir un temps d'espèce de BTP. Quand on voit cela, c'est 2 maisonnettes qui sont réalisées. Donc le mètre cube de béton va sensiblement à 200 000 francs CFA et le sac de ciment va sensiblement à 200 000 francs CFA. Je mets en défi tout expert du BTP
de faire un dimensionnement, de faire un calcul béton. Ils vous diront, ils vont coller ce que je dis. Donc, on pouvait, à moindre coût, réaliser cet ouvrage-là et contrôler les recettes de l'État. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. On va faire croire aux Camerounais que pour qu'on puisse contrôler les 7 milliards qui partiront en fumée, il faudrait qu'on investisse 34 milliards au bout de 3 ans et au bout de 4 ans, il faudrait passer d'entretien. Donc, non, ce que je veux dire, c'est quoi? Dans un projet gouvernemental, le but premier, c'est le meilleur projet, mais à faible coût. Et les projets aussi qui ont une meilleure rentabilité, un meilleur impact sur les populations. Le simple fait que les mamans qui vendent, le simple fait que les mamans qui vendent le bitumba, parce que j'aime bien ça, la IDEA, que va-t-on faire d'elle? C'est ça que les questions. Quand on voit ces plans qu'ils ont conçus là, je ne vois aucune passerelle qui est prévue pour permettre. Les maquettes. Non, nous avons regardé les maquettes. Les maquettes, c'est un dessin fait sur Archicad, là, comme ça. Alors, ils ont balancé ça. Mais quand vous utilisez ces maquettes en tant qu'un expert du BTP, vous ne voyez en aucun moment un véritable endroit qui est prévu pour ces mamans-là. Donc, le plus-value serait que ces mamans-là puissent continuer les activités. Parce qu'à travers ces activités-là, cela les permet de nourrir les enfants et d'envoyer les enfants à l'école. Alors, Dr. Ija Issoba, en quelques secondes, avant de prendre... Oui, juste pour dire qu'en réalité, il y aura une diminution de la présence humaine. Et qui dit diminution de la présence humaine dit justement qu'on tend vers une disparition même totale de cela. Et autre chose, Duval, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, la CONAC avait par elle-même géré le péage d'un Komtou et d'un Bankomo. Ils ont fait une recette incroyable. Incroyable. Donc en une journée. Et je crois qu'ils avaient géré pendant 1 mois. Les recettes produites pendant les 1 mois ont justement dépassé celles qui avaient été faites pendant près de 2 mois à ce péage-là. Donc c'est pour dire quoi, là je peux rejoindre Jean-Tol. La priorité du gouvernement à travers la mise en place de ce péage électronique va consister en réalité à la technique de sécurisation des recettes de l'État et même à une certaine augmentation des dites recettes. Alors nous allons mettre un terme à la première partie de cette émission d'Equinox ce soir de ce vendredi 11 décembre 2020. Le temps pour nous de retrouver Julien Berthe Bissay, mais avant cela, peut-être rapidement un mot, Geoffre Lanquin Momo. On parlé tout à l'heure de la nécessité de nationaliser au maximum ces projets de développement économique. Ça aurait été les Camerounais à 100% que ça aurait été plus intéressant. Vous savez, toutes les grandes nations qui ont développé une économie dynamique capable de pouvoir imposer le temps à l'extérieur, ce sont des nations qui ont su imposer une forme de protectionnisme. Je pense que la Chine est une parfaite illustration, donc il va falloir que nous puissions être cohérents. Qu'est-ce que le Cameroun doit devenir d'ici 10-15 ans? Il faut travailler dans la prospective. Donc, à mon humble avis, je pense qu'il faut des questions de pouvoir soutenir les capitaines d'industrie locaux qui puissent être capables de pouvoir créer des champions. Vous savez, en économie, lorsque vous mettez sur pied un environnement qui permet à ce que les fils d'un pays puissent travailler, ça crée ce qu'on appelle l'accumulation de capitaux. Alors, je suis obligé de vous interrompre la diversification de l'économie. Je suis obligé de vous interrompre pour retrouver JBB sur le plateau du 20h. Julien Berthe Bissay, bonsoir. Bonsoir Duval Fongwa. Les grandes articulations de la grande édition de 20h dans quelques minutes. 2 sujets au menu de ce 20h. Tout d'abord, le rapport de Amnesty International sur la violation des droits humains au Cameroun. Cette ONG dénonce les arrestations arbitraires et incarcérations des militants du MRC le 22 septembre dernier. Elle recommande vivement au gouvernement d'y mettre définitivement un terme. Et puis, crise au sein de la FECAFOOT, Ligue de football professionnel. Ce sujet était au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Dans son discours de clôture, le président de l'Auguste Chambre, Kavaye Djibril, a interpellé les dirigeants de ces 2 institutions à mettre définitivement ou à enterrer la hache de guerre pour le bon fonctionnement du football camerounais. Vous l'écouterez dans le journal de 20h Duval. Voilà, merci Julien Berthe Bissay. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour la grande édition du soir. Et juste derrière vous, ce sera le débrief, la deuxième partie d'Equinox ce soir.
Retour sur le plateau d'Equinox soir de ce vendredi 11 décembre 2020 avec nos invités Alex Nguépi, homme politique, Albert Latola ici, journaliste, Jean-Franklin Momo, journaliste, directeur de publication d'Africa Business Magazine et consultant en management, et le docteur Louison Essomba, enseignant de droit public au département à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Je commence avec vous, Alex Nguépi. Amnesty International est préoccupé par la situation des droits de l'homme. Il y a un chercheur qui a donné un point de vue sur la situation des droits de l'homme dans notre pays, insistant notamment sur les arrestations des militants du MRC dans le sillage des marches du 22 septembre. Oui, Duval, avant de reprendre, si vous me permettez de dire un petit mot au sujet précédent. Je voulais juste dire au sujet précédent que les péages automatiques qui sont instaurés ne vont créer aucun emploi, parce qu'en principe, si les gens devaient passer 5 minutes au niveau des péages, avec l'automatisation des péages, ils devraient passer en principe 20 secondes. En 20 secondes, donc, tous les moments qui vendent autour de ces péages-là seront donc incapables donc, de continuer à faire le commerce si le projet aboutit. Donc, si elle continue à vendre, cela voudrait donc que c'est un échec et que c'est un système purement budgétivore. Ceci étant dit, parlant d'Amnesty International, vous voyez, Amnesty International est en train de rappeler le Cameroun sur les traités accords internationaux qu'ils ont signés, que le Cameroun a eu à signer. Et Amnesty International nous donne là des leçons sur la gouvernance électorale. Parce que le problème qui se passe sur la violation des droits de l'homme au Cameroun, c'est un problème de gouvernance électorale. Pourquoi est-ce que ces personnes manifestent et pourquoi est-ce que l'État viole leurs droits fondamentaux? Tout simplement parce que la gouvernance électorale permet que les citoyens puissent élire l'homme politique ou bien les leaders politiques qui auront à cœur les intérêts supérieurs de la nation et qui pourront apporter le bien-être aux populations. Ceci étant donc dit, c'est l'une des raisons pour laquelle est-ce que le MRC avait décidé de ne pas prendre part aux élections couplées de 2020 et aux élections régionales qui ont aussi eu lieu tout récemment. Pourquoi est-ce que cela se produit? Parce qu'effectivement, nous n'avons pas pu passer ces élections parce que nous avons dit que la guerre au Nozo était, on ne pouvait pas aller aux élections sur le dos des Camerounais. Et le professeur Kanto, aussi éminent juste qu'il est et homme prévoyant qu'il est, il sait très bien que si l'ordre gouvernant continue à s'entêter d'organiser des élections contre la volonté du peuple camerounais, parce qu'il faudrait qu'on le dise aux Camerounais, que prendre part aux élections pour un citoyen, c'est de deux choses. L'acte de voter, c'est-à-dire vous pouvez voter un bulletin blanc, ou voter un candidat, c'est prendre pour l'élection, ou l'acte du boycott, ne pas aller aux élections, est un acte électoral. Et tout acte électoral donc mérite une publicité. Une publicité, c'est de faire campagne pour le boycott ou bien pour ceux qui vont voter. Et malheureusement, au Cameroun, donc, dans le système totalitaire où nous sommes, où on veut contrôler les pensées, donc on voudrait donc empêcher à ceux-là de pouvoir assouvir cet acte du boycott, qui est un acte électoral. C'est ce qu'on ne dit pas souvent à ceux Camerounais. L'acte, comme tantôt je l'ai signifié, l'acte électoral se décale en deux choses, voter ou ne pas voter. Vous votez, bulletin blanc, nul, ou bien un candidat. Vous ne votez pas, c'est un acte électoral. Ceci étant dit, si vous me permettez, avant de chuter, et en quelques secondes, c'est dit que les lois liberticides qui existent au Cameroun, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, on a des lois liberticides, on a une administration qui fait du libertinage, on a un libertinage administratif qui existe au Cameroun. Amnesty International veut simplement rappeler à l'État du Cameroun que si vous continuez à violer les droits fondamentaux, qui tirent leur source, hein, parce que la liberté publique qu'on a tout tantôt, comme tout brandi, tire leur source des droits fondamentaux. Donc, aucune liberté publique ne devrait en principe violer les droits fondamentaux. Donc, si vous continuez à violer les droits fondamentaux des Camerounais, et particulièrement pour ceux qui manifestent et ceux des populations du Nozo, il se pourrait que l'ONU puisse être amenée à frapper le Cameroun par le terme menace à la paix. Je tiens à rappeler aux Camerounais que c'est l'expression menace à la paix qui a été utilisée par l'ONU pour la session du Soudan. Et c'est parce que le professeur Kanto le sait, le MRC le sait, que nous demandons donc au peuple camerounais de tout faire pour afin que l'ordre gouvernant d'abord résolve la crise anglophone qui est en train de cristalliser la situation politique au niveau du Cameroun. Parce que si on ne le résout pas, l'ONU, une fois qu'ils vont appuyer sur le levier de menace à la paix, alors on pourrait avoir des forces onusiennes dans la partie
anglophone camerounaise. Et une fois que ces forces onusiennes seront installées, alors les forces de l'ordre, les FMO camerounais qui sont au nord ou au sud-ouest seront priés de retourner dans la partie francophone. Et de ce fait, comme l'avait dit un penseur français au niveau lors de la Première Guerre mondiale, on conquiert un État par les armes, mais on s'installe par l'administration. Donc une fois que les FMO ne seront plus du côté du Nozo, cela donnerait donc du temps aux ambazoniens d'installer donc une administration. Vous comprenez un peu? Et c'est parce que le MRC veut éviter qu'on aboutisse à la paix et qui permettrait donc qu'il y ait une ligne de démarcation comme ça s'est produit en Côte d'Ivoire et que les ambazoniens puissent donc installer de manière péremptoire l'administration. Et là, les débats vont changer. Okay. Les débats ne seront plus sur la forme de l'État, mais les débats seront sur la succession. Donc il est important, il est urgent que tous les Camerounais qui pensent au bien-être du Cameroun et qui pensent, comme nous, nous le pensons, que le Cameroun reste un et indivisible, il est urgent qu'il y ait un véritable dialogue national inclusif avec tous les acteurs, que ce soit à Utabe ou Choyaba, parce que dans la bonne gouvernance électorale, pour qu'un système électoral, pour que des élites politiques qui viendront des urnes, il faudrait qu'il y ait un code électoral consensuel. Mais pour que on sait que la question du Nozo, la question de l'élection était les principales préoccupations du MRC avant le lancement des manifestations. Et c'est ça qui amène justement qu'il y ait une violation des droits fondamentaux. Et puis Ahmed Intention s'insurge. Parce que le MRC défend ces causes-là, qui sont des causes patriotiques. Albert, alors là, ici, Amnesty International préoccupé par la situation des droits de l'homme dans notre pays. Oui. Déjà, je vais peut-être vous choquer pour vous indiquer que s'il existe des modèles démocratiques, ça veut dire qu'Amnesty International a raison. S'il n'y a pas de violation des droits de l'homme, là où se trouve Amnesty International, ça veut dire que Amnesty International a raison. Là, je veux parler en tant que citoyen camerounais qui a horreur de l'inquisition. J'ai horreur des inquisitions parce que il y a le franc CFA qui crée beaucoup de morts sur le continent africain, pratiquement un génocide. J'ai jamais vu Amnesty International en faire un rapport là-dessus. Les morts comment? J'ai vu, et c'est des problématiques qui devaient intéresser les politiciens comme M. Nguipi. J'ai vu des soldats français violer les enfants du côté de la Centrafrique, notamment l'opération La Force Sangaré, je crois. J'ai pas vu le rapport de il y a un rapport. Il y a eu des rapports il a fallu que nous fassions pression dans notre média. Okay. Je sais de quoi je parle. Il a fallu que nous fassions pression dans notre média pour que Amnesty International. Mais il y a eu un rapport et il y a des musiques qui ont été prises contre ces soldats-là. Il n'y a aucune musique qui a été prise, aucune, parce qu'ils ont été, mis hors de cause par la justice française. C'est une affaire que j'ai suivie de très près, M. Duval. Donc, écoute, et Amnesty International, je crois que c'est une ONG qui est financée par des cabinets que nous connaissons très bien. Donc, je voudrais pas occulter le fait qu'il y a certains dérapages, notamment en matière de gestion des libertés. Pas seulement dans le contexte camerounais, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Je voudrais également indiquer que Amnesty International, du moins ses financiers, demandent aux pays africains notamment d'avoir des institutions fortes. Vous ne pouvez donc pas demander aux États, donner des injonctions aux États, d'avoir des institutions fortes et vous vous permettez de faire de l'inquisition alors que vous n'êtes pas un modèle démocratique. Donc je pense qu'à mon sens que lorsqu'on me parle d'Amnesty International, Women in Highway et tout ça, franchement, j'ai envie de dire de quoi je me mêle. Docteur Lison Issomba, il y a quand même des organisations qui se projettent sur la scène internationale comme étant des sortes de gendarmes qui doivent veiller sur l'état des droits de l'homme dans les différents pays. Et on se souvient quand même qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, je crois, qui a été adoptée le 10 décembre 1948 par 58 États. C'était à Paris. Et il y a des États donc qui sont mis d'accord pour que les droits de l'homme soient respectés à travers le monde. Et je crois que Amnesty, dans ce cas, n'est qu'en train de faire un rappel à l'ordre, non? Bien entendu, Duval, est-ce qu'il faut simplement passer à l'Amnesty International? Nous savons que même l'État français, au plus haut sommet
de sa gouvernance. Nous avons vu Macron faire une sortie, Yves Le Drian a fait la même sortie pour demander justement l'apaisement du climat sociopolitique extrêmement tendu au Cameroun. Ce n'est pas simplement du monopole d'Amnesty, mais ce que nous vivons en réalité, c'est que le Cameroun, on l'a toujours souvent dit avec vigueur, a des très bons tests. D'ailleurs, nous avons ratifié beaucoup d'instruments juridiques internationaux, parmi lesquels cette déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons célébrée hier, le 10 décembre 1948. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Alors, c'est pour dire quoi, Duval? Le Cameroun, j'ai toujours eu à justifier l'attitude de l'État selon deux contextes. Vous savez, quand l'État est sous pression, l'État devient injuste. Et à ce moment-là, l'État ne peut que violer de manière flagrante les droits de l'homme, ce qui ne veut pas dire que ça ne doit pas être condamnable. On se rappelle tous de l'affaire Albert Wukong, où il avait eu gain de cause. Il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme, où on a condamné l'État du Cameroun pour sévices corporels extrêmement graves sur un citoyen. Donc nous avons des cas pareils. Nous savons qu'aujourd'hui, et quand l'État n'est pas sous pression, l'État peut paraître juste. Justement parce qu'il n'y a aucune pression sur lui, et à ce moment-là, l'État estime qu'il faut respecter le droit, les règles du droit, surtout les procédures en matière d'arrestation. Vous savez, on parlait tout à l'heure des peines alternatives. Pourquoi les peines alternatives? Justement pour désengorger les prisons. Parce qu'en réalité, pour un délit, on ne va pas vous prendre et vous mettre en cellule. On sait que vous avez un domicile, on sait que vous pouvez revenir, on vous inflige si c'est même une sanction. Et après la cellule, on vous défère. Voilà, vous voyez, donc tout ça, en fait, le fondement réel des peines alternatives consiste justement à désengorger les prisons. Et vous voyez, aujourd'hui, on regrette tout simplement parce que... Et les statistiques, justement, indiquent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont détenues dans les pénitentiaires du Cameroun sans avoir été jugés, sans avoir eu un jugement. Ils sont très nombreux. Et je dois vous dire, Duval, pour le Camerounais qui n'a jamais mis les pieds en cellule, il est dans une maison d'arrêt, il ne peut pas comprendre de quoi il est question. Je vous assure, quand vous entrez dans cette maison d'arrêt, allez à Nubel, vous êtes en santé, vous tombez malade. C'est-à-dire avoir tout simplement les conditions carcérales, vous comprenez que vous avez un mauvais arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Parce que quand vous vous trouvez dans des situations pareilles, c'est extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle, lorsque des arrestations sont faites sans le moindre respect des procédures, c'est-à-dire que, un peu comme vous avez eu un petit enfant ici, qui vous expliquait comment est-ce qu'il a été arrêté. Il a été piégé. C'est-à-dire que, il y a des procédures. L'État, c'est vrai, est le créateur de la norme, mais l'État, par souci d'exemplarité, doit d'abord respecter la norme. C'est ça, en fait, le paradigme. L'État doit respecter la norme. Et quels que soient les contextes, on sait quand même qu'on a un Dieu. Notre Dieu, c'est la loi. C'est la règle de droit qui existe. Donc, une fois que l'État vient à torpiller cela, ce n'est pas, à mon sens, une bonne chose et ça ne raffermit pas, ça ne procède pas au raffermissement de l'idée de l'État de droit dont on se prévaut. Vous voyez, on l'affiche, ça devient un credo politique aujourd'hui. Le Cameroun est un État de droit, mais quand nous regardons sur la pratique ce qui se passe, ça laisse quand même à désirer. C'est la raison pour laquelle j'ai encore vu hier la belle image, je chute par là Duval, Ouattara et Konan Bédié. J'ai vu les commentaires ici, mais je crois que ça mérite d'être triché. Ça mérite d'être rependu. Vous voyez, je prenais encore l'exemple. Et les signes d'apaisement montrés par le président Alassane Dramane Ouattara. Je prenais encore l'exemple Duval. Vous vous rappelez quand le président de la République, Paul Biya, avait reçu Ni John Fondi? Mais ça fait un écho terrible. Les gens ont estimé que le président, c'est un démocrate, il est ouvert, Mais pourquoi ne pas le faire dans un contexte aussi bruyant, aussi difficile? Et surtout que le président Kamto a tendu la main, dit-on. Non, écoutez, moi je pense que ce n'est pas simplement lui. Le président peut recevoir Kamto, il peut recevoir le Chief Moukete, il peut recevoir le cardinal Christian Toni, il peut recevoir pour les d'autres leaders politiques. Oui, il peut les pas Kawala, les Kawala, la Lissa Dio et bien d'autres. Il peut les recevoir au palais pour essayer de changer. Vous allez voir qu'une telle image va permettre aux uns de comprendre qu'il y a quand même une réelle volonté d'aller vers un élan d'apaisement de la situation sociopolitique. Alors, Jean-Franklin Momo, peut-être pour vous amener sur votre terrain, qui est le terrain de l'économie, les peines alternatives, au-delà de ce qu'elles permettraient de décongestionner les prisons et éviter qu'il y ait de plus en plus de gens qui vont en détention, pourraient également être un levier économique, c'est-à-dire que des gens qui travaillent et qui permettent avec le fruit de leur travail de se prendre en charge et peut-être de contribuer
à la production ou au développement, la croissance dans notre pays. Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de féliciter le colonel de la Légion du littoral, M. Amougou, qui m'a fait sortir d'une situation très difficile, parce que là, nous sommes sur le terrain du droit, mais il faut reconnaître qu'il y a encore des Camerounais qui font vraiment le boulot. Ce monsieur a pesé de tout son poids pour essayer de me disculper d'une situation qui allait me pousser à un endroit où je n'imaginais pas. Donc il faut que nous puissions dire aux Camerounais qu'il y a encore des gens qui aiment le boulot. Maintenant, par rapport à votre question, ce que je veux simplement dire, c'est que sur le comptoir du grand frère et son bac, qui est un brillant juriste, on peut maximiser le paradigme de l'équilibre juridique dans un pays qui se veut compétitif, parce que c'est le droit qui régule la société moderne. Or, dans une société moderne qui se veut compétitif à l'international, si vous avez un droit, si vous avez les acteurs de droit qui ne pratiquent pas, je veux dire, son métier de manière dans les règles de l'art, il sera très difficile à ce pays de présenter une image assez crédible sur le plan international. Maintenant, je vais dire quelque chose de très important pour essayer d'illustrer ma démonstration. Il est ridicule qu'un citoyen qui est identifiable, qui a un domicile, qui a un emploi précis, se retrouve en train d'être, je veux dire, embassier, se retrouver. Je pense qu'on peut, au-delà de tout, trouver des voies et moyens pour que certaines personnes puissent comparaître des temps libres. Donc je pense qu'on pouvait faire au-delà, on peut faire autrement les choses. Le procédure pénal le prévoit. Justement. Tout à fait. Donc je pense qu'il faut que nous puissions comprendre que le droit, c'est un socle régulateur sur lequel se repose la loi, garante des libertés individuelles équitables pour tous. Est-ce que les acteurs qui sont censés appliquer le droit font bien le boulot? Je dis oui et non. Si ces gens faisaient vraiment le boulot, ils ne devaient pas avoir 5 Camerounais qui sont embassiés pour des raisons où j'ai du mal à pouvoir élucider. Donc je pense qu'on peut faire autrement pour que le Cameroun puisse grandir. On a un peu fait battre sur le plan de l'applicabilité du droit. Sachant qu'il y a des manquements, il faut se reconnaître qu'il y a certaines qualités qu'il faut observer. Maintenant, sur le plan du dynamisme économique, quand vous savez qu'il n'y a pas d'environnement économique propice si le droit ne suit pas. Mais je pense qu'il y a des acteurs économiques qui n'ont pas aidé le chef de l'État à pouvoir asseoir une dynamique d'efficacité de performance. Parce que, quand vous observez un peu la société camerounaise de manière générale, vous allez dans les ministères, vous allez dans les entreprises privées, c'est chacun qui est patron et qui est le super patron à son niveau. Bon, c'est bien vrai que nous sommes dans une période où on bagarre de tous les côtés pour voir comment est-ce que les choses vont changer. Mais il faut que nous puissions savoir que chacun à son niveau doit essayer de balayer devant sa cour afin de proposer des mesures objectives pour que de manière générale, que le Cameroun puisse contribuer à mettre sur pied des véritables stratégies pour un véritable changement de cap pour que le Cameroun ne puisse pas sombrer. Attends, là, ici, je reviens à vous, mais sur un autre terrain, le terrain du sport. On a écouté le président de l'Assemblée nationale tout à l'heure, à la clôture de la session de novembre, plaider pour que les principaux acteurs du football camerounais fument le calumet de la paix au moment où le pays s'apprête à accueillir le CHAN 2021. Oui, écoutez, ce qui se passe, notamment à la Ligue de football, et la Ligue professionnelle de football et au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est assez inédit. Vous savez, partout où il y a de l'argent, il y a toujours des bagarres. S'il n'y avait pas de l'argent de ce côté-là, il n'y aurait pas de bagarre. Donc, il s'agit de jeux d'intérêt, des conflits il s'agit de jeux d'intérêt, des luttes d'intérêt. Donc, je crois que tous ces beaux mondes qui se bagarrent, ce n'est pas forcément pour l'intérêt du football camerounais, c'est essentiellement pour leur propre intérêt. Quelquefois, j'ai des images qui me choquent. C'est-à-dire, vous voyez un joueur, société d'une équipe, d'un club, je préfère peut-être son nom, le nom de ce club-là, qui va aux entraînements, qui n'a pas de prime d'entraînement, et qui n'a pas l'engin de taxi. Et il revient chez lui à pied, affamé. Et vous attendez que ce joueur-là soit compétitif. C'est ici au Cameroun? C'est pas ici au Cameroun. Dans un championnat professionnel. Un championnat qui est professionnel. Je crois également dans la chaîne de télévision Equinox, j'ai vu les images des joueurs d'un club qui ont été mis dehors dans un hôtel. Parce que le club n'avait pas payé la facture. Voilà donc les images de notre football. Non, si c'est à ce niveau-là. Non, on a vu aussi l'avion de Lyon immobilisé quelque part parce qu'on a je pense qu'on a parfaitement raison parce qu'il faut une véritable politique de sport qui permet à ce que le sport puisse être comme une sorte de business où on gagne, où on investit, on gagne. C'est de ça qu'il s'agit justement. C'est-à-dire que ailleurs,
le football, ça devrait être une industrie. Si c'était géré dans les règles de l'art de la gouvernance, sportive bien sûr. Mais dans un sport où on peut le faire play, malheureusement, vous avez les actes d'anti-jeu de manière constante. Je pense donc qu'on n'avait pas besoin, si c'était normal, si les choses se passaient de manière normale de ce côté-là, le président de la Chambre basse du Parlement ne se sentirait pas obligé de donner de la voix. Est-ce que justement, ces gens, et ça c'est aussi la conséquence du choix des hommes. Parce qu'on a eu plusieurs comités, je crois, de normalisation au niveau de la FECAFO. On pensait pouvoir régler les problèmes. Jusque-là, on retourne à la case départ. Alex Guépi, au moins au moment où on se prépare pour accueillir des étrangers, on devrait mettre entre parenthèses nos querelles et peut-être reprendre la bagarre après le départ des visiteurs. C'est peut-être le message du président de l'Assemblée nationale. Ce président national, s'il fallait faire nos querelles, je tiens à rappeler aux Camerounais qu'il a dû courir, venir au Cameroun lorsqu'il fallait organiser la session de plein droit afin de désigner le nouveau président. Et qu'à l'époque, il avait violé les lois camerounaises. Il avait refusé le port de masque de 1 et il n'a pas suivi les mesures barrières. Il n'a pas été confiné tel qu'il y avait un arrêté. Mais en même temps, c'est pas des lois. Non. Les décrets, les arrêtés sont des lois. Ce sont des règlements, ce sont des lois. C'était les mesures prescrites par l'OMS. Non. Il y a un ministre qui avait sorti un arrêté dessus. Il y avait un décret dessus. Ce sont des lois. Les règlements sont des lois. Ils doivent être respectés par tous. Et il a violé cela en tant que l'homme qui est le gardien de la maison du peuple. Et quand il vient aujourd'hui donner des leçons aux Camerounais, à un moment, il fallait qu'il se mie lui-même. Je tiens à dire que là où on attendait M. Kavaïgué Djibril, ce serait de mettre sur pied une commission parlementaire, afin de voir ce qui se passe entre la FECAFOOT et la Ligue. Il peut le faire. C'est le rôle de l'élu, du député. Mais il laisse ce qu'il peut faire. Il s'en va arranger les problèmes, puisqu'il a presque le même âge qu'avec le général Semengue. Et comme le parlait, vous comprenez qu'il flanche pour le général Semengue. Donc, il s'en va là et donner un petit coup de main au général Semengue parce que son ami... Procès d'intention. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. On sont des Camerounais. Ceci étant dit, donc on l'aura attendu sur cela. Et il faut rappeler qu'il y a des commissions parlementaires sur la jeunesse et le sport qui existent. Donc, ça ne coûtait rien qu'ils mettent une enquête parlementaire. Et je tiens aussi à dire que on ne devrait pas avoir ce genre de débat dans un pays, dans un état de droit. Hein, parce que le TAS a rendu une décision. Et cette décision ne souffre pas de l'autorité de la chose rendue. Donc, en principe, de la chose jugée. Donc, en principe, elle devrait être exécutable. On parle d'état de droit. Tout à l'heure, j'ai aimé quand mon grand frère Lucien Somba a dit que l'État est le créateur des normes juridiques. C'est vrai. Mais seulement, est-ce qu'on confond l'État à leur gouvernant? C'est ça qui est la question. Parce que l'État, en fait, leurs gouvernants pensent que leurs intérêts sont l'intérêt de l'État. C'est qui l'État? De manière constitutionnelle. L'État, c'est quoi? C'est un territoire qui peut être inerte, qui peut... Et aujourd'hui, avec la troisième génération des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on parle maintenant des animaux qui ont dans le territoire, on parle des plantes, de la flore et consorts. Auparavant, à la première deuxième génération, on ne parlait que de l'État en tant que territoire inerte. Donc, c'est un territoire. C'est un autre gouvernant, mais qui constitue les 0,01% de la population. Et troisièmement, ce sont les populations, c'est le peuple. Dans ce cas, l'autre gouvernant est inclus dans le peuple. Donc, quand l'État est source de loi, mais ce n'est pas le gouvernant, la source de loi ici, ce sont les populations. Parce que c'est elles qui vivent, c'est elles qui s'émouvent. Donc, est-ce que l'intérêt que l'État, vous et moi, que l'autre gouvernant qui est mandaté pour prendre des décisions en lieu et place de l'État, est-ce que ces décisions qu'ils prennent sont en faveur de l'État véritable, l'État primaire, qui est la population, qui sont les populations? Donc, on se rend donc compte par cette démonstration. Mais vous avez dit mandaté. Ils sont mandatés. Mais seulement qu'ils ont obtenu le mandat du peuple pour agir en son nom. Vous savez, on peut être mandaté par la force, c'est-à-dire quand il y a un coup d'État dans un pays, dans un système totalitaire ou dictatorial, on est mandaté.
parce qu'on le prend par la force. C'est-à-dire on doit tout agir au nom du peuple. Donc, est-ce que dans l'intérêt gouvernemental est l'intérêt des populations? C'est donc dire quoi? C'est donc dire que si le Cameroun est un état de droit... Mais si quelqu'un agit avec un mandat qui n'est pas celui du peuple, le peuple a le devoir de le mettre de côté. Il y a usurpation parce que c'est le peuple qui est détenteur, qui est titulaire de la souveraineté. Et l'autre gouvernant ne fait que l'exercer. Il faudrait qu'on fasse le distinguo. Si c'est étant dit, si le Cameroun est un état de droit... Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans sur la question de la foot, les acteurs et la préparation du... J'ai dit au préalable que le TAS a rendu une décision qui devrait être appliquée. Au profit de qui? Non. Le TAS a rendu une décision qui devait être appliquée. Le TAS a rendu une décision la Ligue. Oui, qui va être appliquée. Donc, dans un état de droit, en principe, on devrait respecter. Mais comme l'ordre gouvernant, qui ici est caractérisé par le RDPC, puisqu'ils sont d'affaires, par cette machine-là, alors ils ont d'autres intérêts. Et c'est donc là où M. Kava Djibril, qui est le gardien de l'avenir du peuple, confond donc que lui, en tant que gardien du peuple, s'il devait donc agir dans l'intérêt de l'état du droit, dans l'intérêt des populations, il aurait donc fallu pour lui de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Donc, la sensibilisation? Non, ce n'est pas une sensibilisation. On agit pas. Non, c'est une façon de dire qu'au-delà des lois, il y a la convivialité. Non, il n'y a pas au-delà des lois. Il y a la nécessité. Non, il n'y a pas dans une république. Je mets d'accord pour accueillir. Dans un état de droit, il n'y a rien sur des lois à part le peuple. Est-ce que l'intérêt du peuple camerounais demande que la décision du TAS ne soit pas appliquée? Voilà le problème. Très bien. Aussi simple que cela. Docteur Jean Essoma, il n'y a pas que les acteurs de foot, il y a aussi les artistes musiciens qui ont du mal à se mettre d'accord. On se souvient, il y a quelques semaines, il y a une AG qui avait avorté. Mais cette fois, peut-être que ce sera la bonne. Le ministre, on parle d'une assemblée générale élective qui devrait se tenir demain et qui se fera en présence du ministre des Arts et de la Culture. Peut-être qu'au moins là, on sortira avec quelque chose de bien, de positif pour les artistes. Duval, permettez-moi un peu d'ouvrir la fenêtre du sport pour indiquer que cette affaire, vous avez vu, il y a au plus haut sommet de l'État, la sortie du président de la République, qui a instruit le Premier ministre de trouver toutes les voies possibles pour justement faire fumer à ces gars le calumet de la paix. Et ça, je rejoins Anatole. Chaque fois que des intérêts justement particuliers seront au-dessus de l'intérêt général, on ne va vivre que le spectacle que nous sommes en train de vivre, qui est désolant pour notre image. Et je suis encore plus choqué que, vous voyez, la question du sport est portée au sommet des instances politiques délibérales. Nous avons une crise qui dure depuis 4 ans. Rien n'a été inscrit. Cette affaire n'a jamais été inscrite au Parlement. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, la volonté de nos parlementaires... Mais là, docteur, le sujet n'est pas inscrit au débat. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a exprimé un point de vue. Il y en a même, c'est tout dernièrement qui dit non, il faudrait qu'il faut associer les populations. Mais cette question, quelle est l'instance la mieux placée pour discuter d'une situation aussi grave, celle que nous vivons, la crise que nous vivons au sud-ouest ou au nord-ouest? Alors, quand je l'ai dit, je ferme cette fenêtre pour ouvrir la porte justement vers les artistes. On a souvent dit que la musique adoucit les mœurs. Mais on est très curieux de savoir que de ce côté-là, la musique plutôt crée des tensions entre les artistes. Parce que quand vous regardez ce qui est en train de se passer, toutes les instances qui ont toujours été mises en place sont sorties sous des pressions, sous des problèmes. Vous avez vu Safa Thomas, mais les autres artistes ont même dit ont demandé de ne même pas le voir. Parce que même au niveau de l'Assemblée générale préparatoire, il a voulu prendre la parole, mais je vous dis, j'ai mon petit qui est artiste, il me raconte que il a failli subir, comment dire, un peu comme une nuée de sauterelles sur lui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Oui, on l'a écouté sans Thomas ici indiquer que cet AG dont on parle demain, il ne sait pas de quoi il est question, puisqu'il n'a jamais convoqué. Lui qui avait convoqué la dernière AG qui n'avait pas... non, c'est là pardon de cet incident que je vous raconte, pour donc dire que nous espérons que demain, la musique va véritablement adoucir les mœurs et qu'on aura un président qui va donc assurer avec la légitimité de tous cette auguste instance de la musique au Cameroun. Jean-Franck Mouvon, un mot rapidement sur ce sujet avant qu'on ne sorte de l'émission. Oui, je vais revenir par rapport à la problématique du sport en démontrant que c'est regrettable que depuis
depuis de belles lurettes, on ne cesse de parler de manière répétitive de la problématique relative à la cohérence au niveau de la gestion du football camerounais. Quand on sait que dans les pays développés, le football, c'est un business très lucratif. Bon, aujourd'hui, avec l'avènement de la CAN, l'État du Cameroun a investi de fortes sommes d'argent pour les infrastructures. Est-ce que les éléments multiplicateurs doivent suivre, comme dans le jargon des économistes, on dit les éléments multiplicateurs d'un investissement en termes d'action opérationnelle qui doivent permettre à ce que, après la CAN et la CHAN, que les stades puissent... Vraiment, pour l'instant, on n'y a pas encore. Pour l'instant, il faut d'abord terminer même ces ouvrages-là. On sait que je peux commencer à réfléchir les effets multiplicateurs alors qu'on n'a pas fini. On peut dire quelque chose, c'est que le management au Cameroun, de manière naturelle, a un problème de leadership. C'est-à-dire, la dimension de non-manager n'est pas de nature à pouvoir porter les projets qui les sont assignés. Quand vous regardez un peu ce qui se passe à la FECAFOOT, il parle une corrélation avec la problématique relative à l'incohérence que nous observons, chez les artistes. Il faut que les artistes camerounais apprennent d'abord à se regarder dans le miroir et apprennent à s'accepter comme tel. Ça, c'est la première des choses. Il faut que l'État du Cameroun puisse mettre sur pied des mesures qui permettent à ce que ces gens soient respectés dans la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème en ce qui concerne la répartition des droits d'auteur. Et que ces entreprises qui sont au Cameroun, qui ne paient pas des impôts pour la plupart, puissent payer, ce qui revient aux artistes et que la répartition puisse être normale. Permettez que je continue mon analyse. Il faut qu'on apprenne dans ce pays à soutenir les talentueux artistes qui ne demandent qu'à vivre. C'est véritable dans un pays comme le Cameroun. Au XXIe siècle, les grands artistes se retrouvent en rang pour prendre des petits perdièmes, alors que les multinationales sont au Cameroun, engagent les bénéfices et n'arrivent pas à reverser cela. Je veux dire, pour que ces gars puissent fonctionner normalement, c'est véritable. Ok. On va s'arrêter là pour ce vendredi. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci au docteur Louison Essoma, enseignant de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Merci à Alex Nguepi, militant du MRC, le mouvement pour la naissance du Cameroun. Merci à Albert Anatole Haïssi, journaliste, et Jean-Franklin Momo, directeur de publication de Africa Business Magazine et consultant management. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de Kilos ce soir. Bonsoir chez vous.